Bien, bonjour d'abord. Nous allons commencer et aujourd'hui je vais travailler seul. Je pensais que vous alliez être content. Bon, je transmettrai à Albert la déception de l'ensemble de cet amphi devant son absence. Il se trouve que, comme vous le savez probablement, il y a un colloque qui se tient vendredi et samedi à Lyon 2 sur la question du handicap et dont Albert est un des organisateurs essentiels. Donc il est complètement pris par cette organisation qui, comme on dit dans la dernière ligne droite, nécessite bien entendu beaucoup d'attention, beaucoup de présence et beaucoup de travail. Donc voilà, il m'a prié que vous vouliez bien l'excuser pour cette absence. Donc je vais travailler tout seul et je vais parler de l'approche psychosomatique. Alors attendez, j'y viens. Alors je vais vous parler de l'approche psychosomatique, mais auparavant, je vais vous donner plusieurs informations. D'abord, concernant l'examen final. L'examen final, vous le savez, doit être passé par les étudiants qui ne sont pas en clinique. Ceux qui sont en clinique, ils ne passent pas l'examen de psychopatho général. La note en psychopathogénée sera celle qu'ils ont obtenue, soit en patho approfondie, soit en psychosomatique, soit en psychopatho de la formation. Pour tous les autres, non cliniciens, ils doivent passer l'examen. Alors l'examen, nous avons demandé avec Albert qu'il ait lieu le mercredi 23 octobre. Top, c'est un lapsus. On a un grand plaisir à faire des examens, comme vous voyez. Donc 23 décembre, dans l'après-midi, et c'est un examen qui dure 1h30. Et traditionnellement, la question est une question de synthèse sur l'ensemble des conférences, des cours que nous vous avons donnés. C'est-à-dire que traditionnellement, c'est en quoi la psychopathologie de l'adulte et la psychopathologie de l'enfant sont différentes ou semblables. Y a-t-il une seule psychopathologie ou des psychopathologies? Voilà, ce genre de question qui est une question qui suppose une retraversée par vous de l'ensemble des cours. Donc question de synthèse, pas question de cours en termes de une question sur un point précis du cours, pas du tout, question de synthèse, qui suppose que vous fassiez un effort de réflexion à partir de l'ensemble des choses qui ont été dites dans cet amphi. Donc 1h30, une question de synthèse, et puis voilà, les choses sont passées. C'est clair, c'est bon? Deuxième chose, il y a 15 jours, manifestement, il y a eu un bug à l'enregistrement, ce qui fait que ce qui s'est retrouvé sous psychopathogénée, c'est le cours de deuxième année de clinique. Ça a dû vous rajeunir, mais manifestement, c'est pas ça que vous attendiez. Et jusque-là, je dois vous dire que je ne sais pas ce qui s'est passé. Le cours de clinique a été enregistré normalement en termes de cours de clinique, de deuxième année, je veux dire, et je ne comprends pas pourquoi le cours de psychopathologie générale d'il y a 15 jours est passé comme ça, enfin à la trappe. Alors j'ai une petite idée, mais pour vérifier, il faut que j'accède à l'ensemble des cours de l'an dernier, parce qu'il est possible qu'il y ait eu un petit bug informatique qui fasse passer le cours, et c'est probablement moi qui ai commis la petite erreur, qui a enregistré le cours de psychopathogénée 2009-2010 au titre de 2008-2009. Je me suis gouré quand je dois sélectionner la bonne ligne. Vous voyez, chaque fois c'est un petit peu compliqué, il faut aller chercher. Donc, dans la
précipitation, il se peut qu'il y a 15 jours, je me sois gouré de lignes et que ce cours soit en fait en pâteau général 2008-2009. Donc, dès que je peux réaccéder, parce qu'actuellement c'est bloqué, le système est bloqué, dès que je peux accéder à la plateforme de cours, je vérifie, et avec Marion Bonnet, si je trouve l'enseignement sur le vieillissement donc d'il y a 15 jours, je demanderai à Marion de le remettre à sa place en 2009-2010. Donc, si ce cours-là est retrouvé, il n'y a pas de souci. Si jamais il n'est pas retrouvé, on ne sait pas, je demanderai à Marion de transférer le cours 2008-2009, qui est proche de celui qu'on a donné cette année, de le mettre à la place. Donc, dans tous les cas, vous n'aurez rien perdu, l'enseignement, vous l'aurez. C'est bon ? Alors, donc, l'approche psychosomatique. Alors, tout d'abord, il faut peut-être faire un peu de ménage. Faire un peu le ménage de tous les contresens qui avoisinent cette idée de psychosomatique. Dans la vie courante, il n'est pas rare qu'on dise à quelqu'un arrête de somatiser. Comme si, chaque fois qu'on a un souci, une inquiétude, un problème, ça se traduisait par une somatisation. Ou bien, quand on parle de quelqu'un, généralement pour en dire du mal, qui souffre un peu, qui est enrhumé, on dit « Oh, mais il somatise. » Style, c'est pas grave. En poussant un peu, c'est de la comédie. C'est pas une vraie maladie. C'est les nerfs. Il joue la comédie. Il n'est pas vraiment malade, il cherche à se faire plaindre. Au fond, faire le ménage autour de la question de la somatisation, c'est d'abord enlever toutes ces fausses interprétations. Parce qu'au sens strict du terme, une somatisation, c'est une vraie maladie. C'est pas quelqu'un qui fait semblant, encore moins quelqu'un qui mimerait les symptômes. C'est pas simplement quelqu'un qui se plaint pour se faire aimer, pour attirer l'attention. Une somatisation, c'est une maladie qui touche vraiment le corps et qui peut éventuellement être mortelle. C'est-à-dire qu'une somatisation, une somatose, c'est une vraie maladie concrète qui touche au biologique, au physiologique. Donc les éléments les plus profonds de notre vie corporelle. Alors ce terme psychosomatique, on le doit à un monsieur qui s'appelle Heinroth. Alors là, je vais utiliser les ressources de Word. Comme Albert n'est pas là, je suis obligé de tout faire, hein, vous avez remarqué. Donc si ça veut bien se mettre en route, ce sera parfait. Voilà, pour que... On va tâcher d'écrire ça en gros. J'espère que vous y voyez quelque chose. Donc un monsieur qui s'appelle Heinroth, et qui au début du XIXe siècle invente le terme psychosomatique. Et il invente le terme pas du tout dans le sens où nous l'utilisons aujourd'hui, mais dans un sens très populaire au fond, qui consiste à essayer de parler de l'impact du moral sur l'évolution d'une maladie. Morale, c'est-à-dire presque de la morale. Pas du simple bon moral, pas bon moral, mais de la moralité sur la maladie. Quand on a une bonne moralité, quand on se conduit comme il faut, eh bien, cela peut avoir une influence positive
sur le développement d'une maladie. Alors bien entendu, un peu plus tard, ce terme de morale va qualifier les affects, les humeurs. Et donc on va interroger le rôle des humeurs, de la bonne humeur, des affects positifs, du bon moral au sens populaire du terme, dans l'évolution d'une maladie. Et vous le savez, il y a des tas de travaux actuellement qui portent sur ces aspects-là. Quelles sont les incidences des affects positifs, des vécus positifs sur le développement d'une maladie? Est-ce que véritablement avoir un bon moral, ça contribue à une issue heureuse dans le cas d'une maladie très grave? Avec des points qui sont un peu compliqués. Par exemple, si on prend l'exemple du cancer, quand on a un cancer, quelle est l'influence du moral sur le cancer, sur l'évolution du cancer? Ce qui est une question terrifiante. Parce que quand on est atteint d'un cancer, comment peut-on avoir le moral? Déjà. Alors on peut se forcer. Mais alors du coup, on est dans un faire semblant. On est dans une position pour faire plaisir à l'autre, pour montrer qu'on est fort, mais les aspects de soi un peu terrifiés par le cancer, désorganisés par la perspective d'un soin lourd, parfois douloureux, quelquefois humiliant, en tout cas très long, cette perspective-là, elle va être cachée. Donc on va faire bonne figure, et parfois avec des choses assez étonnantes, où dans un service, on va dire, bah, tiens, c'est un patient, c'est un bon patient. C'est un patient dynamique, il a le moral, mais justement, ce patient, en fait, il n'a pas le moral, il fait semblant d'avoir le moral. Donc vous voyez qu'il y a des choses comme ça qui peuvent être parfois un peu compliquées. Donc, on va prendre ce côté psychosomatique et on va le faire travailler du côté d'avoir le moral et de repérer si dans les maladies il y a une évolution, une implication entre les humeurs, la bonne humeur et l'évolution de la maladie. Et puis, ce terme psychosomatique a aussi un sens très clinique. Et c'est un peu cette direction que je voudrais explorer devant vous. Alors, bien entendu, en étant contraint de la simplifier et d'en repérer quelques grandes directions. Alors tout d'abord, ce qu'on appelle les maladies psychosomatiques ou les souffrances psychosomatiques ont beaucoup évolué dans le temps, dans l'histoire. À une époque, on avait une espèce de conception un peu simpliste de ces maladies dites psychosomatiques. Et on partait d'une interprétation psychanalytique réduite. Par exemple, quelqu'un qui présentait une rectocolite hémorragique, c'est-à-dire des symptômes de saignement au niveau du côlon, on allait lui interpréter ça comme des difficultés avec son organisation anale de la pulsion, un blocage ou une fixation à l'organisation anale de la pulsion, avec un sphincter anal trop serré. Ou bien quelqu'un qui aurait présenté un ulcère à l'estomac, on pouvait imaginer que ce symptôme, ulcère à l'estomac, était le résultat d'un conflit, de quelque chose que le patient ne pouvait pas digérer ou n'avait pas digéré. Vous n'avez pas digéré la naissance de votre petit frère ou de votre petite sœur. Alors, en grandissant, la rage, la haine, la colère se sont manifestées dans cet ulcère. Et cet ulcère, c'est la façon dont vous retournez la colère éprouvée contre le petit frère ou la petite sœur, vous la retournez contre vous.
Donc, il y a tout un moment dans les années 50 où on va essayer de penser ces problématiques psychosomatiques comme étant l'expression de conflits psychiques qui n'ont pas pu être résolus. Mais en prenant les choses sous cet angle, en faisant des symptômes psychosomatiques, des souffrances psychosomatiques, l'expression de conflits psychiques, on confondait somatisation et conversion. Alors, je n'entre pas dans le détail, mais dans ce qu'on appelle l'organisation des névroses, on avait évoqué ça avec Albert il y a quelque temps, il y a 3 grandes formes de névrose authentique: l'hystérie de conversion, l'hystérie d'angoisse et la névrose obsessionnelle. Et dans l'hystérie de conversion, un symptôme, un conflit s'exprime par une problématique corporelle, une paralysie, un trouble de la vue. La grande différence, c'est que dans la conversion hystérique, le corps somatique n'est pas touché. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de lésion biologique, il n'y a pas de problème physiologique, on est dans l'expression théâtrale sur la scène du corps d'un conflit psychique. Ça, c'est la conversion hystérique. Et en interprétant trop vite les symptômes somatiques dans la somatisation, comme les cancers, comme les ulcères à l'estomac et d'autres, les rectocolites hémorragiques, etc., etc. En interprétant trop vite ces souffrances comme des conversions, des modèles de conversion, eh bien, on passait à côté de la réalité, de la douleur, de la souffrance, de ces problématiques-là. Donc il faut bien distinguer somatisation, dans lequel le corps biologique est touché, et conversion, qui n'est pas exempte de souffrance. La conversion hystérique, c'est une douleur, c'est une difficulté, c'est une souffrance qui se manifeste par la mise en scène corporelle. Ça ne veut pas dire que c'est plus léger, ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui doit être négligé, simplement c'est un autre mode de fonctionnement. Donc il faut bien distinguer somatisation et conversion. Dans la psychosomatique, on est dans la somatisation. On touche donc au corps. Alors, comment comprendre que le corps soit en jeu dans ces affaires-là? Tout d'abord, je crois que tout est psychosomatique. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'un côté la psyché, de l'autre le corps. Nous sommes une unité psychosomatique. Notre esprit est le résultat hyper complexe d'un assemblage de neurones, de synapses, de dendrites, etc. Petite parenthèse du côté des neurosciences, que j'aime bien rappeler, lorsque vous suivez les cours de Stanislas Dehaene de neuropsychologie au Collège de France, c'est très facile, hein, il suffit d'aller sur Internet, vous tapez collègedefrance.fr, vous avez tous les cours en vidéo. Donc je vous conseille d'aller faire ça, allez voir. Donc lorsque vous suivez les cours de Dehaene sur la neuropsychologie, la première chose que dit Stanislas Dehaene, son cours, c'est l'inconscience existe. On ne le discute pas. Il y a des opérations qui se réalisent hors de la conscience, sans que le sujet ait conscience que ces opérations de cognition, c'est ce qu'ils appellent l'inconscient cognitif, sans que le sujet ait la moindre conscience que des opérations se réalisent en lui. Et des opérations complexes,
que, expérimentalement, on a pu mettre en évidence. Ce que Stanislas Dehaene dit, et c'est là quelque chose qui est tout à fait passionnant et où il y a un point de convergence avec la réflexion psychanalytique, l'inconscient, ça existe, ça pose pas de problème. C'est pas tout à fait le même que l'inconscient des psychanalystes. Ok. Ce qui pose problème, c'est qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce que c'est que la conscience? Qu'est-ce qui fait qu'un sujet se représente quelque chose? Est-ce qu'il y a une partie du cerveau où se logerait le sujet, qui serait en quelque sorte la tour de surveillance de l'ensemble des opérations, et qu'au-delà d'un certain seuil, il y aurait la prise de conscience? Est-ce que le sujet, il est partout, et que c'est une certaine qualité des opérations en jeu qui font qu'elles se rassemblent, etc., etc. C'est-à-dire que la grande énigme, c'est le sujet. Et donc, si on suit les neurosciences, le sujet, c'est très exactement le résultat d'un certain nombre d'opérations physiques, chimiques, physiologiques, neurophysiologiques. Le sujet, c'est un résultat d'une entité. Eh bien, les psychanalystes n'ont jamais dit le contraire. Dire qu'il n'y a pas une âme qui viendrait de Dieu, hein, je suis désolé, on est dans une forme matérialiste de la conception. Eh bien, ce que Freud appelle l'âme, ce que nous appelons la psyché, ce que nous appelons la vie psychique, c'est le résultat de toutes ces composantes matérielles, de toutes ces connexions nerveuses, et ça reste un mystère. Les psychanalystes s'interrogent beaucoup sur la question de la prise de conscience. Qu'est-ce que c'est que la prise de conscience? Qu'est-ce qui fait qu'une représentation est consciente ou pas? Donc, on est dans une unité psychosomatique. Nous sommes un corps, nous sommes dépendants de notre corps, et ce que nous appelons notre psyché, c'est le résultat d'opérations hyper complexes qui ont une base, une source biologique. Alors, partant de là, tout ce qui se passe en nous a un volet psychique et un volet somatique. Et c'est ce que nous vivons au quotidien. Une contrariété importante, une déception, nous fait vivre simultanément un sentiment triste, colère, et des sensations de torsion corporelle. On le dit, on a l'estomac noué, on a la gorge serrée. Et donc, ce qui se passe dans notre esprit se passe en même temps, simultanément, au niveau du corps, parfois de manière très discrète, mais parfois de façon beaucoup plus forte, beaucoup plus marquée. L'angoisse est un affect qui, à la fois, a un côté représenté, on dit je suis angoissé, je ne me sens pas bien, ça va pas, je suis anxieux, etc. Et puis en même temps, on transpire, on est pâle, on a un certain nombre de manifestations corporelles. Donc vous voyez que il y a une totalité psychosomatique. Ce qui fait que tout ce qui vient nous toucher psychiquement se traduit corporellement, tout ce qui nous touche corporellement se traduit psychiquement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à penser qu'on serait dans des situations où un conflit mal résolu viendrait s'exprimer sur le plan corporel. C'est du point de vue de la somatisation. C'est une globalité, et je vais y venir dans un moment, si j'ai le temps. Cette globalité, elle est marquée par un facteur central qu'on appelle l'affect. Et je vous montrerai comment l'affect a une double composante. Alors, comment les choses peuvent être pensées historiquement? Alors, tout d'abord, comme je vous le disais tout à l'heure, Freud, il pense la question de l'hystérie de conversion, et il va s'apercevoir que les patientes sont capables de se créer des paralysies. Avoir le bras insensible, la jambe insensible, etc., etc. Mais très vite, il va se rendre compte que ces paralysies ne sont absolument pas neurologiques.
qu'elles sont réversibles parfois sous hypnose. Ce sera la grande leçon de Charcot. Je vais peut-être écrire son nom, ça sera plus simple. Charcot peut lever les symptômes hystériques sous hypnose. Et ce que Freud va faire, c'est par le traitement psychanalytique qu'il invente, va permettre à ces patientes qui présentent des symptômes paralytiques, d'allure neurologique, de faire disparaître les symptômes. Donc, Freud distingue les conversions hystériques et puis un certain nombre de problématiques qu'il rencontre et qu'il va appeler des névroses actuelles. Ce qu'il appelle des névroses actuelles, ce sont des situations de souffrance dans lesquelles on ne peut pas remonter comme source à la question de l'organisation oedipienne. On a l'impression que ce sont des patients qui ont du mal à penser, à associer, à rêver. Et ce que Freud dit, c'est que chez ces patients, tout passe par le quantitatif. Le quantitatif, c'est-à-dire la décharge. Ce sont des patients qui ont peut-être du mal à se souvenir de leur histoire, qui ont du mal à rentrer dans un travail analytique avec le transfert, où on a l'impression que ce sont les facteurs de force, de contre-force, qui sont majeurs. Alors il ne va pas en dire beaucoup plus, il va mentionner ça, et en fait, un certain nombre de chercheurs, après lui, vont continuer à creuser la question de ce qu'il appelle les névroses, avec plein de guillemets, actuelles, et vont en faire de ces névroses actuelles vraiment le noyau de l'approche psychosomatique du fonctionnement psychique. Alors il y a un auteur dont vous avez entendu parler peut-être, qui s'appelle Grodek, qui a écrit un livre qui est la première œuvre authentiquement psychosomatique. Son titre m'échappe, mais je crois que c'est Au fond de l'homme, il y a cela, le ça, ce qui est sorti, j'allais dire chez Payot, mais je ne suis pas certain, peu importe. Et la théorie de Grodek, c'est justement cette théorie que j'évoquais à l'instant, qui est une théorie généraliste. Toute expression corporelle est la trace d'un conflit. Donc il arrive après Freud, et il généralise en quelque sorte les positions de Freud, qui était lui très prudent, et Grodek dit non, vous faites un cancer, vous faites un rhume, vous faites une angine, c'est l'expression d'un conflit. Et chaque fois que quelqu'un est malade, l'enquête de Grodek, c'est qu'est-ce qui vous est arrivé dans les jours qui précèdent? Quel conflit avez-vous rencontré? Ceci dit, c'est intéressant, mais ça a un aspect un peu systématique, un peu exagéré. Par la suite de Grodek, d'autres auteurs vont continuer, dont un qui s'appelle Alexander. Et Alexander va essayer de faire une typologie des maladies psychosomatiques. Et cette typologie va être centrée sur la question des conflits. Un conflit d'ordre anal, de quelque chose qu'on n'arrive pas à digérer, ça va donner une rectocolite hémorragique. Un conflit avec son père ou avec sa mère, ça va donner un ulcère. C'est-à-dire qu'il va essayer d'organiser un peu les maladies psychosomatiques en les organisant en fonction du type de conflit qui est, à son avis, sous-jacent. Je regarde la date, Alexander, c'est les années 1930. Donc vous voyez qu'on est assez tôt dans le XXe siècle. Ce n'est que bien plus tard
qu'on va voir apparaître deux concepts majeurs pour comprendre ces problématiques-là. Le premier concept, c'est le concept de pensée opératoire, qu'on doit à des auteurs comme Marty, Michel Fin et Michel Demuzan. Pierre Marty, Michel Fin et Michel Demuzan. Donc ces auteurs vont décrire ce qu'ils appellent la pensée opératoire. Et ce qu'ils appellent la pensée opératoire, ce sont des patients qui semblent être complètement pris dans le factuel. Ils sont descriptifs de la vie quotidienne, ils ne s'impliquent pas affectivement et ils sont particulièrement ennuyeux. Et en plus, ce sont des patients qui présentent des souffrances de type somatique. Et ces chercheurs, Pierre Marty, Michel Fin, Michel Demuzan, vont proposer l'idée que les êtres humains qui sont pris dans une pensée opératoire, dans laquelle donc il n'y a pas d'affect, il n'y a pas d'émotion, il y a quelque chose d'assez sec qui est relaté, eh bien, ces êtres humains qui pensent comme ça, qui vivent comme ça, ont tendance, plus que les autres, à déclencher les maladies. Donc le concept de pensée opératoire va s'associer avec l'idée de somatisation. Donc on n'est pas dans l'idée de un conflit avec telle personne ou telle nature de conflit, ça déclenche telle maladie. Non, on est dans une pensée globale de l'humain et en observant que les personnes qui n'éprouvent pas d'affect, qui parlent de façon sèche, eh bien, sont souvent des personnes susceptibles de déclencher des maladies. Parallèlement, un autre concept émerge, c'est le concept d'alexithymie. Le concept d'alexithymie, c'est le A privatif, lexi, les mots, thymie, les humeurs. Pas de mots pour dire ses humeurs. Pas de mots pour dire ses sentiments, ses affects. Pas de mots pour parler de ce que l'on ressent. Le concept d'alexithymie est dû à un chercheur qui s'appelle Sifneos, qui est un Américain. Et donc, à peu près simultanément, à Paris, Pierre Marty, Michel Fin, Michel Demuzan décrivent la pensée opératoire, font le lien entre pensée opératoire et somatisation, et de l'autre côté de l'Atlantique, un petit peu après, il faut brandir notre drapeau quand même de temps en temps, Sifneos forge le concept d'alexithymie, c'est-à-dire des patients qui n'ont pas les mots pour parler de ce qu'ils éprouvent, sont incapables de parler de leurs affects. À partir de là, il y a un certain nombre de recherches qui vont être dégagées, employées, et en particulier dans la perspective française, va se créer ce que nous appelons, et qui existe encore, l'école psychanalytique, l'école psychosomatique de Paris, pardon, qui est liée à la psychanalyse, et qui est éditrice de la Revue française de psychosomatique. Et le grand maître à penser de toute cette
modalité-là, c'est Pierre Marty, qui va écrire plusieurs livres, parmi lesquels Les mouvements individuels de vie et de mort, qui est un livre absolument fondateur de la pensée psychosomatique. Alors qu'est-ce qu'il va dire, Pierre Marty? Eh bien, il va dire que lorsque un patient est confronté à une difficulté qu'il ne peut pas surmonter, qu'il ne peut pas intégrer, qu'il ne peut pas traiter, dépasser, il régresse. Et il va régresser à ce qu'il appelle un point de fixation. Et bien entendu, tout son système de pensée va en quelque sorte se recroqueviller, se parcheminer, voire se vider de sa substance. C'est ce qui va créer ce que Marty appelle la pensée opératoire, et puis petit à petit il va systématiser tout ça et il va parler de vie opératoire. Et ça c'est important quand il passe de la notion de pensée opératoire à la notion de vie opératoire, c'est-à-dire qu'il crée véritablement une structure diagnostique, c'est-à-dire que les patients qui fonctionnent sur le modèle opératoire sont plus susceptibles que les autres de tomber malades. Parce que ces patients, dans le discours de Pierre Marty en tout cas, ne peuvent pas vivre leurs affects et en quelque sorte répriment leurs affects qui sont projetés, évacués au niveau du corps. Et c'est cette évacuation au niveau corporel qui est source de dysfonctionnement et de maladie. Alors, les théories de Pierre Marty ont eu beaucoup de succès, et puis elles ont été, un peu comme la théorie structurale de Jean Bergeret, elles ont été discutées, et on les travaille maintenant un petit peu autrement. En particulier, ce concept d'alexithymie, créé par Sifneos, a été repris récemment par un auteur que nous connaissons bien à Lyon, que nous aimons bien, qui est un copain, c'est Maurice Corcos, qui travaille à Paris, au centre Montsouris, où il a succédé à Philippe Jamet. Et Maurice Corcos a repris ce concept d'alexithymie à travers les problématiques de boulimie, d'anorexie, et il a montré que on pouvait tous être alexithymiques, que l'alexithymie n'était pas un symptôme caractéristique de telle ou telle maladie, que bien sûr on pouvait la rencontrer dans les boulimies, dans les anorexies, dans les problématiques somatiques, mais pas que. Chacun d'entre nous peut effectivement se retrouver alexithymique dans certaines situations. Et là, rapidement, deux exemples simples. Il arrive que on doive se faire hospitaliser pour des examens ou une intervention chirurgicale bénigne, et qu'on se dise, oh ben c'est très bien, je vais avoir 2-3 jours de congé, je vais pouvoir lire des bouquins, me reposer dans une chambre, être coucouné par des infirmiers et des infirmières, à l'abri de tous les soucis, donc je vais être bien. Et en réalité, dès qu'on entre dans le monde hospitalier, hôpital ou clinique, peu importe, on est tout d'un coup pris dans un univers qui vous arrache vos propres rythmes de fonctionnement. C'est-à-dire que là où vous vouliez lire des romans et vous évader et rêver, eh bien très très vite, vous êtes rattrapé par l'institution et vous allez vous intéresser à votre température, à vos plaquettes, à
à vos histoires de petits prélèvements qui ont été faits, qui n'ont pas été faits, à quelle est la vitesse de sédimentation, etc., etc. C'est-à-dire que tout d'un coup, vous êtes totalement désaffectivé et vous vous mettez à fonctionner sur un modèle technique. Au point que, même si vous passez plusieurs jours à l'hôpital, vous adoptez parfaitement le langage de l'hôpital. Vous parlez comme les infirmiers. Vous parlez de votre corps comme si c'était le corps d'un autre, en utilisant les termes techniques. Et puis quand les gens viennent vous voir, en visite, comme on fait à l'hôpital, eh bien vous leur parlez de vos plaquettes, de votre numérotation, de votre, oui, je ne sais plus comment on dit, sédimentation, de votre vitesse de sédimentation, et puis si jamais vous êtes allé à la selle, comment c'était dur, c'était pas dur, vous y êtes allé, vous n'êtes pas allé. Et on est dans le monde où tout d'un coup, il n'y a pas d'affect, il n'y a pas de rêve, on doit manger à 18h30, on doit prendre la température, on s'inquiète des variations de 1 degré, etc., etc. C'est-à-dire qu'on est tout d'un coup pris dans un modèle opératoire et au sein duquel le rêve n'a pas sa place, la fantaisie n'a pas sa place. Lorsque vous sortez de l'hôpital, toc, vous reprenez un mode de fonctionnement normal. Vous vous remettez à rêver, vous vous remettez à lire. Donc, premier constat, ce mode de fonctionnement opératoire est réversible. Et plutôt que de parler de vie opératoire, il faut plutôt parler de défense. Donc c'est au fond ce que Corcos, et puis les actuels tenants de la psychosomatique française, les successeurs de Marty, proposent, c'est-à-dire que l'opérativité, c'est un modèle de défense. Autre exemple, dans les situations traumatiques, accidents, etc. Vous êtes victime d'un accident, vous êtes témoin d'un accident. Dans ce genre de situation, il n'est pas rare du tout de fonctionner en 2 temps. Premier temps, on fait des choses de manière mécanique. On fait des gestes. On téléphone aux pompiers, on essaye de dégager les blessés qui sont là, de les aider. On a des gestes mécaniques. Et ce qui est très étonnant, c'est que on a une claire conscience de ce qu'il faut faire. Donc on fait ça pendant quelques minutes, quelques heures, et puis tout d'un coup, on craque. Et on se met à pleurer comme une madeleine, alors qu'on a été extrêmement actif, directif, organisateur et très clair dans la façon de faire les choses. Au bout de quelques minutes ou quelques heures, on perd totalement cette capacité active et on s'effondre, on se met à trembler, etc. Pendant quelque temps, on a été dans un fonctionnement opératoire. Il n'y avait pas d'affect, on ne ressentait rien, on n'éprouvait rien, on agissait de manière claire et coordonnée. On était en quelque sorte coupé de soi, coupé de ses sentiments. Donc vous voyez, l'opérativité, la lexitimie, c'est quelque chose qui ne peut pas être considéré comme paradigmatique des maladies psychosomatiques, c'est quelque chose que nous pouvons traverser, nous pouvons être alexithymiques, nous pouvons être opératoires à certains moments donnés de notre existence, et puis avec réversibilité. Là où la question se pose, et je fais un pas de plus, c'est lorsqu'on a affaire à des patients qui ont besoin constamment du modèle opératoire. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ces situations-là? Comment comprendre ces modèles-là? Alors actuellement, on a une hypothèse, enfin un ensemble d'hypothèses, qui sont les suivantes. Tout d'abord, il faut observer que le rapport à notre corps n'est pas direct. Il n'y a pas d'immédiateté dans le lien de nous et de notre corps. Je veux dire par là que
notre rapport à nous-mêmes est toujours médiatisé par l'autre. Notre corps, notre vie psychique ont été pensés par l'autre, par l'environnement maternant. Dans ce système précoce d'aller-retour en boucle, qui fait que notre mère interprétait ce que nous éprouvions. Vous savez, un bébé, quand il est tout petit, il n'a pas 36 façons de se manifester, il pleure. Quand il y a une tension, quand il y a un besoin ou quoi que ce soit, on voit ce bébé devenir violet, pousser des cris perçants, gesticuler de façon saccadée. C'est-à-dire qu'il est envahi, débordé par l'excitation, par quelque chose qui ne peut s'exprimer que sur ce modèle-là. Et l'environnement, à ce moment-là, intervient. Le plus souvent, c'est la mère, qui va donc contenir cette expression, prendre le bébé dans les bras éventuellement, contenir cette expression et pas simplement la contenir, mais la signifier, l'interpréter, lui donner un sens. Lui donner un sens et lui donner la réponse adéquate. C'est-à-dire, si le bébé est interprété à travers ses cris comme ayant faim, on lui donne le sein ou le biberon. Si c'est une douleur, on s'efforce de soigner cette douleur, de la soulager. S'il veut rôter, être pris dans les bras et que c'est un rot qui le dérange, on le prend dans les bras et on fait en sorte qu'il puisse expulser l'air qui le bloque. Donc, notre corps s'exprime sur le modèle de l'excitation. Cette excitation est déchargée violemment, grossièrement, à travers les pleurs, à travers la motricité, à travers la circulation sanguine. Un petit bébé qui pleure, il devient rouge, violet, vous avez vu comme il s'agite, c'est tendu. Bon. Toute cette expression de l'excitation est recueillie par l'environnement maternant qui l'interprète et lui donne une issue, une satisfaction. Et alors, il suffit d'interroger les mamans, de discuter avec les mamans, pour se rendre compte qu'en quelques jours, elles sont capables de différencier les cris. Tel cri, il a faim. Tel cri, il veut rôter. Tel cri, il a mal. Tel cri, il est énervé, il veut être pris dans les bras. Cette capacité de différenciation des signaux émis par le bébé, elle est très précisément le résultat de l'interaction entre le bébé et sa mère. Donc, ce lien circulaire entre le bébé et sa mère, si j'ose dire, sculpte le corps du bébé. C'est-à-dire que le corps du bébé se transforme dans et par l'interprétation que la mère en fait. La modulation des cris apparaît dans et par l'interprétation que la mère en fait. Et plus ce lien se complexifie, plus le bébé peut adresser des messages, plus ces messages sont diversifiés, sont complexes, et créent une boucle. C'est-à-dire que le contact entre notre corps et nous passe obligatoirement par l'autre. La phrase toute simple, qui consiste à dire « j'ai chaud »,« j'ai froid »,« j'ai faim » ou « j'ai soif », cette phrase d'une simplicité exemplaire sont en fait le résultat d'une boucle complexe entre le bébé et sa mère et son environnement maternel. Parce que le bébé, il n'a aucune sensation d'avoir faim ou froid ou soif. La seule chose qu'il a, c'est excitation, malaise, quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui tout d'un coup déborde.
Et ce n'est que par l'interaction avec l'environnement que petit à petit il va pouvoir distinguer faim, soif, chaud, froid. Donc vous voyez que le corps est modelé, sculpté dans et par le lien avec l'environnement premier. Et si je vous dis ça, ce n'est pas simplement pour le rappeler, c'est parce que toute la psychosomatique est là. C'est-à-dire toute la source, toute l'origine de la problématique psychosomatique est là. C'est-à-dire corps interprété adéquatement ou non adéquatement. Et à partir de là, quelque chose de tout à fait passionnant se déclenche chez le petit être humain. Vous le savez, je ne reviens pas longuement dessus, c'est que à partir des soins qui lui sont prodigués, le petit enfant s'identifie à celui, peu importe, qui prodigue les soins pour se les prodiguer à lui-même. Et c'est la naissance de ce qu'on appelle les auto-érotismes. C'est-à-dire que le bébé se fait à lui-même, se donne à lui-même le plaisir qu'il prend habituellement avec l'objet. Alors ça, c'est fondamental parce que deux corps vont coexister. Un corps somatique, biologique, qui a faim, qui a soif. Et puis, par le biais des soins et des auto-érotismes, c'est un corps érogène qui va être créé, un corps fantasmatique, on pourrait dire, du plaisir, une représentation du corps. Et cette représentation du corps va fonctionner un petit peu comme un filtre. De sorte que nous allons avoir recours, en tout cas la possibilité d'avoir recours à toute une série d'artifices. Au fond, quand nous sommes malades, c'est presque une chose banale. Quand nous ne nous sentons pas bien, patraque, en plus de ne nous sentir pas bien, nous sommes anxieux. On a mal au ventre, on a mal à la tête, on a mal à la gorge. Et bien entendu, on est tous un peu hypocondriaques. Donc on se dit, oulala, pourvu que j'ai pas quelque chose de grave. Je fume trop, je bois trop, je cours trop, ou je cours pas assez, je fais pas assez de sport, ou je fais trop de sport. Si ça se trouve, j'ai chopé un cancer. J'arrive plus à respirer, je dois avoir un cancer des poumons, un cancer de la gorge, cancer de la tête. On se fait des idées, comme on dit. Et puis donc, on va chez le médecin. Et le médecin dit, une bronchite. Le fait même que le diagnostic soit posé, c'est une bronchite, ça soulage. C'est comme quand on était petit et que maman disait, t'as faim. Le biberon arrive. C'est-à-dire que le fait même qu'un mot soit posé sur nos sensations, que nos sensations corporelles soient interprétées, a un effet de soulagement. Alors bien entendu, dans la mesure où la maladie dont on souffre n'est pas grave. Si le médecin vous dit « Ah, c'est un cancer », ça n'a pas un effet rassurant, bien entendu. Mais ça pose un autre problème. Si j'ai le temps, je vous en parlerai tout à l'heure. La question de l'annonce de ces maladies graves. Donc, le fait même que notre maladie soit nommée a déjà un effet apaisant. Mais en plus, on s'aperçoit que le médecin nous ayant donné une ordonnance, on s'autorise à ce moment-là à être malade. Et c'est la façon dont on s'autorise à être malade qui est intéressante. D'abord, pour constater qu'il y a des gens qui ne s'autorisent pas à être malades, qui sont toujours en train de se dire non, il ne faut pas s'écouter. Il ne faut pas s'écouter. Hein.
Il ne faut pas entendre les choses qui viennent de l'intérieur. On continue à travailler, ça va passer. Si on s'arrête dès qu'on a un petit rhume ou la moindre grippe H1N1, que tout le monde appelle la grippette, hein, parce que c'est pas une maladie grave, donc c'est pas parce qu'on a chopé la grippette qu'on va s'arrêter. Donc on continue. Donc ce sont des gens qui sont dans le forçage, qui ne s'écoutent pas, et qui parfois forcent un peu trop. Et puis il y a les autres, ceux qui sont contents de se déclarer malades. Alors c'est là que on voit comment le corps érotique vient en quelque sorte recouvrir, coucouner, j'allais dire, le corps biologique. C'est le corps biologique qui est en souffrance. Il y a des bactéries ou il y a un petit virus qui provoque des anticorps, etc., toute une série de défenses de la part de l'organisme. Mais qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Alors il faut voir se déployer les trésors que nous sommes capables d'engager. Certains vont dire, oh là là, je vais me faire une petite tisane avec un peu d'eau de fleur d'oranger, devant la télévision, bien recroquevillé. D'autres vont dire, non, non, je m'isole dans mon lit avec une toute petite lampe et en fœtus sous la couette. Limite sucer son pouce. Limite. C'est pas loin, hein, des moments c'est juste comme ça. Bon. C'est-à-dire que chacun à ce moment-là se recroqueville suivant ses façons de faire. Certains vont, à ce moment-là, s'ils ont un conjoint, une conjointe, demander des choses. Tu veux pas aller me chercher les journaux oh, ramène-moi Gala, Paris Match, je sais pas quoi, People, bon. Enfin. Donc à ce moment-là, on a des demandes à l'autre. Souvent, ce qu'on observe, mais c'est de la psychologie presque simple, c'est que les hommes sont beaucoup plus douillets que les femmes. Les femmes, généralement, comme elles ont un rapport au corps direct à cause des règles, des menstruations, etc., les variations corporelles les affectent moins. Et c'est vrai qu'on peut observer que parfois les hommes, dès qu'ils ont un rhume, ils sont au bord de la mort. Hein. C'est du style, ah, ça va pas du tout, j'ai mal à la tête, bon, fais-moi un grog, fais-moi un grog. Bon. Et derrière cette demande, bien entendu, c'est maman qui est sollicitée. Maman qui va donner le biberon, maman qui va donner le sein, maman qui va venir border le soir, qui va rassurer devant les états de panique un petit peu de cet homme qui est devenu un petit garçon, mais redevenant un petit garçon, fait fonctionner ses auto-érotismes, fait fonctionner ses systèmes d'entourage de lui-même pour se soigner, et généralement c'est très efficace. Hein. Ça permet de régresser, de s'entourer un peu et de se sortir de la maladie. Donc, ce qui est très important dans notre vie psychique, c'est donc ces auto-érotismes qui viennent en quelque sorte habiller le corps. Et c'est là que la problématique dite psychosomatique intervient. Un exemple, là encore, assez simple, d'une problématique qui engage le corps, c'est l'anorexie mentale. Dans l'anorexie mentale, vous le savez, les choses commencent globalement avec la puberté. Je veux dire que les symptômes, souvent, commencent à apparaître au moment de la transformation corporelle. Au moment où, chez la jeune fille, il y a une modification des formes, la poitrine apparaît, la pilosité apparaît, et puis on en a parlé lorsqu'on a évoqué la question de l'adolescence avec Albert Sicone, et puis il y a toute la résurgence des problématiques conflictuelles, infantiles, oedipiennes, etc., etc. Mais cette transformation du corps, cette véritable perte d'identité, hein, j'avais cité Evelyn Kestenberg, l'adolescent n'est plus personne et n'est pas encore quelqu'un. Cette espèce de passage d'entre-deux, entre un état d'enfance à un état d'adulte, suppose, et ces transformations qui affectent le corps, eh bien tout cela suppose que la jeune fille puisse se retrouver en suffisante sécurité. Et pour se retrouver en suffisante sécurité, il faut qu'elle réinvestisse au niveau de ses auto-érotismes. Alors je vous l'avais dit, hein, pardon si je me répète,
Mais on voit ces jeunes adolescentes s'enfermer dans leur chambre avec des lunettes noires, un petit peu d'encens, qui donnent une odeur particulière, et rêver des heures sur la photo de Brad Pitt. Et se plonger comme ça dans des rêveries interminables. Bon. C'est-à-dire qu'on a là un corps qui est en train de se transformer et qui est en même temps tissé d'auto-érotisme. Eh bien, dans les problématiques anorexiques, c'est comme si ces auto-érotismes ne jouaient pas leur rôle de filet. Devant les inquiétudes, voire les terreurs impliquées par la transformation corporelle, la grande majorité des adolescentes font, comme je le dis parfois, les trapézistes dans un cirque. Elles tombent, et elles tombent dans le filet. Et le filet, ce sont les auto-érotismes. C'est-à-dire qu'au moment de l'adolescence, de l'entrée en adolescence, il y a une chute, il y a un lâchage, on n'est plus un enfant, on n'est pas encore un adulte, on est dans le vide, et hop, on va se récupérer dans le filet auto-érotique. Dans les situations d'anorexie, le filet, il n'est pas assez solide. C'est-à-dire qu'il ne retient pas. Et la patiente passe en quelque sorte en deçà du filet tissé par les auto-érotismes, et ça vient toucher le corps propre. Et alors vous voyez apparaître le syndrome anorexique avec le refus de nourriture, l'amaigrissement, qui est parfois un amaigrissement qui peut aboutir à la mort, l'arrêt des règles, et en gros, pour dire les choses à peu près statistiquement, 20 à 25% des patientes qui ont fait une anorexie s'en sortent, 50% restent dans une difficulté qui implique qu'elles aient des conduites toujours alimentaires particulières, et 25% ne s'en sortent pas, restent gravement malades, avec 10% de morts. Donc vous voyez que l'anorexie, c'est pas un petit truc, ça touche au corps. C'est une problématique psychosomatique, avec parfois des problématiques corporelles très difficilement réversibles, avec la privation de nourriture et les conséquences musculaires, physiologiques, concrètes de la privation de nourriture. Donc, on est là véritablement dans une perspective où les auto-érotismes, le plaisir à être soi, ne jouent absolument pas leur rôle de gardien du corps, de filet de protection, et à ce moment-là, c'est la biologie qui est touchée directement. Eh bien, on peut faire de cette idée un élément paradigmatique des problématiques psychosomatiques. C'est-à-dire que nous avons tous des zones de fragilité. Nous avons tous nos filets auto-érotiques. Mais nous n'avons pas eu, vous le savez, de mère absolument parfaite. Ça n'existe pas, puisque nos mères quand nous étions petits en tout cas, étaient humaines, traversées par l'inconscient. Elles avaient leur propre système de défense. Il y avait des choses qu'elles aimaient, des choses qu'elles n'aimaient pas. Elles se sont occupées de nous avec toute leur histoire infantile. Et donc il y a des choses qu'elles ont investies, d'autres qu'elles ont négligées. Il y a des parties de notre corps qui ont été surinvesties, parfois surexcitées, et puis des parties de notre corps qui ont été un peu moins investies et sous-investies parfois. Et une des hypothèses, ce serait que nous avons tous des zones de fragilité corporelle qui sont le résultat soit du surinvestissement de la mère, trop d'excitation, trop de chaud, trop de flamme à tel endroit du corps, ou bien, et là on serait dans une problématique psychosomatique, une sous-excitation maternelle, c'est-à-dire que quelque chose de l'auto-érotisme ne se tisserait pas sur certaines fonctions corporelles. Et certaines de nos fonctions corporelles ne seraient que, si j'ose dire, biologiques. Et que certains patients
vous le disent. Pour eux, se nourrir, c'est se remplir. Parfois, les gens vous disent, moi, j'ai aucun plaisir à manger. Que je mange des patates, des haricots, de la viande, c'est pareil, pourvu que je mange, je me remplis, j'ai plus faim, c'est fini. Le plaisir, l'érotisme, autour du goût, des sensations variées, le cru, le cuit, l'amer, le sucré, tout le côté de la dégustation est totalement absent. Ou bien, on va le voir chez les patients qui boivent trop. Vous avez des patients qui aiment le vin, par exemple, ou la bière, ou le whisky, peu importe, mais qui l'aiment en différenciant les vins, en différenciant les bières, en différenciant les whiskies. Je ne suis pas en train de faire de la pub pour l'alcool, mais juste pour vous montrer que ce qui est important, c'est le plaisir dans ces moments-là. Et puis il y en a d'autres qui se remplissent. Comme on voit, on entend ça actuellement dans les teufs, comme on dit, où il s'agit d'être sous le plus vite possible, se bourrer le plus vite possible. C'est-à-dire que ce n'est pas la qualité qui est en jeu, c'est la quantité ingérée. Donc, on est dans une logique quantitative. Le plaisir a disparu. On n'a plus le plaisir de goûter un bon vin, de se sentir un tout petit peu légèrement, pas ivre, mais un peu flottant, etc. Toute cette espèce de sensations-là, elles sont balayées par le quantitatif. Donc, tous les auto-érotismes sont tués. Ou bien encore, le fonctionnement intestinal. Lorsque on peut dire qu'on a bien mangé, qu'on se sent plein, qu'on se sent assez rempli, et puis toute l'érotique anale qui est là, le sentiment après la défécation, de se sentir plus léger, etc. Désolé de vous parler de choses aussi triviales, mais on est dans le fonctionnement corporel. Eh bien, il y a des patients qui vous racontent qu'ils ne sentent rien, qu'ils sont très à distance de tout ça, pour qui le fonctionnement anal est un fonctionnement étranger. Ils ne veulent pas entendre parler de ça. Ils sont largement au-dessus de tout ça. Donc vous voyez que, y compris dans la respiration, on aime bien, quand c'est l'automne, quand on se promène à la campagne, on aime bien sentir les différentes odeurs. Quand vous passez dans les bois, dans les chemins, etc., ça ne sent pas tout à fait la même chose. Ça, c'est quand on a arrêté de fumer. Quand on fume, histoire de vous dégoûter un peu, on sent rien. Quand on a arrêté de fumer, on peut faire des nuances entre différentes formes de senteurs, etc. Il y a des gens qui n'ont pas ça, qui s'en fichent, pourvu qu'ils respirent, qu'ils se remplissent et qu'ils se ferment, ça suffit. Donc, la problématique somatique, elle se construit sur la façon dont notre corps nous a été traduit, dont nous avons repris pour nous-mêmes, à travers les auto-érotismes, la façon dont on s'occupait de nous, et nous avons tous des failles, des sensibilités qui vont pouvoir s'exprimer dans des moments particuliers de tension et dire effectivement ce que nous ne pouvons pas dire. Alors, certains sont plus sensibles aux angines, d'autres à tel ou tel, etc. Il y a sans doute là des modalités d'expression corporelle qui tiennent à notre petite enfance. Et puis il y a aussi des souffrances qui sont liées à de véritables fonctions qui ont été totalement négligées, mais là on bascule dans quelque chose de plus difficile, de plus pathologique, des fonctions qui ont été négligées dans la petite enfance et qui font que véritablement les gens se retrouvent avec une sorte d'impossibilité d'investir quoi que ce soit. Je repense à l'anorexie, en même temps je vois que le temps passe et je voudrais encore vous dire beaucoup de choses. Je repense à l'anorexie. Souvent, les jeunes filles anorexiques, lorsqu'elles étaient bébés, lorsqu'on retrouve leur histoire infantile et qu'on la reconstruit avec elles, elles ont été confrontées à des mamans qui fonctionnaient sur le modèle de l'idéal, de la perfection. Et elles n'ont souvent pas permis, ces mamans, mais tout en ayant l'impression de faire bien, ce n'est pas des mauvaises mères, elles n'ont souvent pas permis, ces mamans, à leur bébé de trouver son propre rythme. Ce qui fait que ce sont des bébés qui ont été bien élevés
de manière presque parfaite, mais qui n'ont pas réussi à combiner leur propre rythme au rythme maternel. C'est quelque chose qui a été imposé du dehors et que le bébé a pris pour lui, mais pas véritablement intégré. Ce qui fait que dans l'anorexie, au moment où les difficultés surgissent, au moment de l'adolescence, on voit apparaître la rigidité des comportements, un fonctionnement idéal, une dysrythmie dans les repas. Les anorexiques ne prennent jamais leur repas en même temps que la famille ou se font vomir après, etc. C'est-à-dire tout ce que le bébé n'a pas pu intégrer comme rythme personnel, mais s'est emparé d'un rythme qui lui était imposé du dehors, eh bien, toute cette rythmicité-là, en quelque sorte contrainte, elle ressort au moment de l'adolescence. Donc ce qui vient à ce moment-là, ce n'est pas le rythme auto-érotique du corps, ce n'est pas véritablement la diastole et la systole, j'allais dire, du rythme cardiaque psychique, c'est quelque chose qui est corseté du dehors. Eh bien, dans un certain nombre de situations, c'est ce modèle qui arrive. C'est-à-dire que quelque chose, une fonction corporelle, n'a pas été investie, n'a pas été véritablement érotisée. Et c'est le lieu, c'est cette fonction corporelle-là qui, en cas de difficulté, va exprimer quelque chose. Par la maladie, par la souffrance, par un certain nombre de manifestations symptomatiques. Alors le temps passe et je veux quand même aborder l'autre aspect. Alors tout ça, ça crée des zones de sensibilité que nous allons exprimer tous, à certains moments de tension, de crise dans notre existence, à travers les douleurs, à travers des maladies, etc. Nous sommes tous des êtres psychosomatiques. Certains parmi nous auront tendance, parce que quelque part le lien avec l'environnement primaire n'a pas permis un tissage auto-érotique suffisant, auront tendance à exprimer plus facilement, plus directement, par des somatisations, les tensions dont ils sont victimes. Mais je voudrais prendre maintenant le problème par l'autre bout, c'est-à-dire par l'effet des dysfonctionnements corporels sur la psyché. Parce que, bien entendu, toutes les maladies ne sont pas prévisibles. Toutes les maladies ne sont pas liées à un dysfonctionnement plus ou moins étendu de nos auto-érotismes. Les bactéries, ça existe. Les virus, ça existe. Les accidents, ça existe. Et donc, prendre le volet dans l'autre sens, c'est se poser la question de l'incidence des problématiques corporelles sur le fonctionnement psychique. Je le disais tout à l'heure, rapidement, lorsqu'on va chez le médecin et que ce médecin vous dit vous avez une grippe, vous avez une bronchite, prenez ceci, ceci, cela, ça nous fait du bien, ça commence à nous soigner et ensuite on met en route nos auto-érotismes. Quand on va chez le médecin et que ce médecin vous fait faire une série d'examens qui deviennent de plus en plus envahissants et difficiles, et que tout cela finit par un diagnostic de type complexe, style par exemple cancer, il est bien évident qu'on n'est pas du tout dans le même cas de figure. C'est-à-dire que lorsqu'on vous annonce une maladie grave, on est loin du soulagement. D'autant plus que dans la question par exemple du cancer, il arrive que nous ne sentions rien, que nous ne nous sentions pas malades, que notre corps ne nous ait envoyé aucun message d'alerte. On a mal nulle part, on n'est pas fatigué, on n'est pas amaigri, on n'est pas essoufflé, mais à l'occasion d'un examen de routine, dans le cadre du travail, eh bien, il y a une radiographie pulmonaire qui fait apparaître une tache plus que suspecte. Et là, on entre dans le cycle et le système des consultations. Et c'est là que on apprend du dehors qu'on est malade alors qu'on n'éprouve aucune difficulté. Pire,
c'est à partir du moment où on va commencer le soin qu'on va être malade. C'est-à-dire lorsque vous êtes touché par un cancer du poumon, dont vous ne ressentez aucun symptôme, votre corps est tout à fait silencieux, et pourtant le cancer est là. Et donc lorsqu'on commence la chimiothérapie, c'est ça qui va vous rendre malade. C'est le soin qui très rapidement va provoquer des effets secondaires. Vomissements, nausées, parfois perte des cheveux, malaise général. Donc c'est le traitement qui provoque le malaise. Donc on est dans un système tout d'un coup où vous ne pouvez plus vous appuyer sur vos sensations corporelles, vous ne pouvez plus vous étayer sur ce que vous ressentez parce que ce que vous ressentez n'est pas juste. Vous êtes malade et vous ne le sentez pas. De plus, le soin qu'on vous administre vous rend malade. Donc, vous voyez l'effort dans lequel vous êtes pris pour arriver à mettre du sens. Parce que naturellement, la tendance, ça va être de dire, mais comme je ne sens pas de douleur, de maladie, je ne suis pas malade. Peut-être qu'il se trompe. C'est-à-dire qu'on va toujours avoir tendance à se faire confiance à soi. Et on va voir à ce moment-là les gens partir dans des quêtes vers des gourous, vers des chamans ou vers d'autres avis qui pourraient éventuellement leur donner raison. Donc, on est là dans une espèce de torsion où le sujet ne se sent pas malade alors qu'il l'est en réalité. Et puis petit à petit, les effets de la maladie conjugués aux effets du traitement vont devenir de plus en plus difficiles à vivre. Et dans le cas des cancers, par exemple, c'est vrai que l'augmentation de la tumeur va avoir un effet de ralentissement, va avoir un effet de désorganisation du corps, la sexualité va être parfois envahie, avec secondairement des conséquences relationnelles. Et ça, tous les patients qui ont traversé un cancer le disent, les gens s'éloignent de vous. Comme si le cancer était contagieux. Il y en a qui restent présents, qui sont dans le lien. Mais il y en a beaucoup qui n'osent plus téléphoner, rendre visite, prendre des nouvelles, en disant qu'ils n'osent pas déranger, que c'est très difficile de dire à quelqu'un qui a atteint un cancer comment ça va. Hein. Surtout qu'on a affaire à quelqu'un qui souvent est pâle, ne manifeste pas un enthousiasme débordant, parfois perd ses cheveux, donne une image de l'humain effrayante, et on n'a pas envie de voir cela. Et donc, les patients qui ont vécu la traversée du cancer disent combien cette maladie est contemporaine d'un certain nombre de séparations et d'un vécu de solitude. Et puis, de vivre un corps qui échappe à tout contrôle. Et c'est là que la grande difficulté apparaît, c'est que dans le cancer, la représentation qu'on s'en fait, c'est que quelque chose se développe à l'intérieur de nous. Quelque chose qu'on ne peut pas contrôler. Quelque chose qui prend de la place. C'est la représentation de la tumeur. Et alors, ça nous met directement dans notre façon de nous vivre, ça nous met directement face à l'échec, on pourrait dire, du contrôle anal. Ce truc-là, on ne peut pas l'arrêter. Ça nous met en échec. Parce qu'habituellement, on est capable de se dire, ça je vais l'arrêter, je vais le contrôler, je peux maîtriser ce qui m'arrive. Là, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se développe à l'intérieur de vous, qui fait du mal, qui prend de l'espace, qui envahit, que vous ne pouvez pas évacuer. Ni en le vomissant, ni en l'expulsant, ni en l'extirpant.
ni en l'engueulant dans votre tête, c'est là et ça vous met en échec. Et dans ces maladies-là, comme le cancer, il y a un vécu d'échec dans le traitement du corps, qui est générateur, ça c'est une hypothèse que j'ai essayé de développer, qui est générateur de honte. C'est-à-dire qu'il y a un lien, à mon avis, assez proche entre le cancer et la honte. Le cancer produit de la honte dans un certain nombre de situations. Donc, on est confronté à quelque chose qui nous échappe, qui se développe en nous de manière anarchique et contre lequel nous n'avons aucun pouvoir. De plus, là encore, nous sommes contraints d'abandonner notre corps à d'autres et d'abandonner notre corps pour des explorations parfois compliquées. On vous rentre des tuyaux par la bouche, par l'anus, on vous pose des cathéters, on vous fait des radios, on vous fait des IRM, des scanners. Votre corps est photographié, radiographié sous tous les angles. On vous montre votre foie à la radiographie avec les petits points où il y a des nodules cancéreux, ou vos poumons, ou votre estomac, ou votre côlon, ou votre intestin. Ce qui habituellement était silencieux, invisible, dont à la limite vous pouviez dire « Ah, j'ai mal à l'estomac, j'ai mal au foie, j'ai mal à l'intestin », mais sans le voir, en interprétant des sensations. Tout d'un coup, c'est avec des radiographies et des petits trucs, des petits points, des petits machins, qu'on aurait envie comme ça de gratter pour les enlever. Et on est à nouveau confronté à une représentation de nous-mêmes qui habituellement est cachée, habituellement est silencieuse, habituellement est inconnue, et qui tout d'un coup passe sur le devant de la scène. Donc vous voyez que notre rapport au corps, dans ces maladies, est complètement bouleversé. La maladie implique un bouleversement du lien au corps. Et donc quand on est malade, on n'est pas normal. On ne fonctionne pas normalement. On va s'en sortir, je le disais tout à l'heure, en adoptant un mode de pensée opératoire, donc en parlant comme les médecins, en parlant de soi, de son corps comme d'un objet, ou bien alors on va être totalement terrorisé et incapable de lire la moindre analyse sanguine, ou alors on va faire comme s'il ne se passait rien, comme si on n'était pas malade, on va être dans le déni, on va aller chercher des gourous. En tout cas, ce bouleversement du rapport à nous-mêmes n'est pas sans conséquence. Et ce que disent tous les gens qui ont traversé l'épreuve du cancer et qui s'en sont sortis, c'est à quel point ça les a transformés. À quel point ils ne voient pas les choses de la même façon. Ils font la différence entre l'important et le secondaire, etc., etc., le nécessaire et ce qui est tout à fait secondaire. Donc vous voyez que notre rapport au corps, ce qu'on appelle la psychosomatique, ne se réduit pas à un certain nombre de maladies qu'on pourrait dire psychosomatiques, typiquement, que la somatisation, c'est pas simplement créer une maladie comme ça parce qu'on n'arrive pas à traiter un conflit, c'est beaucoup plus complexe que ça, c'est toute l'organisation psychosomatique, c'est-à-dire la manière dont, dans les premiers temps, notre corps a été psychisé, a été pensé, a été traduit par l'autre, a été organisé, sculpté, j'allais dire, par l'autre. C'est tout ce modèle-là qui est en jeu dans cette approche psychosomatique, avec des failles, avec des zones de plus ou moins grande fragilité, avec des accros. Chacune et chacun d'entre nous avons des sensibilités particulières. Certains, ces sensibilités sont un peu plus marquées, un peu plus fortes, plus étendues. D'un autre côté, toute souffrance corporelle, toute maladie corporelle crée des conséquences, a des conséquences sur notre image de nous-mêmes.
sur notre économie psychosomatique. Une maladie, ça nous change, ça nous transforme. Et donc, on est là dans une série de constatations qui font qu'on ne peut pas se dire détaché de ce qui nous arrive. Tout ce qui nous arrive, en bien agréable ou en désagréable, se traduit, pas simplement au niveau de l'affect et de la pensée, mais se traduit aussi au niveau du corps. Alors un dernier auteur, très rapidement, dont je voulais vous dire le nom, parce que c'est Maurice Courcos, c'est Christophe Dejour. Christophe Dejour est un des grands penseurs actuels de la psychosomatique, et je me suis largement inspiré de ce qu'il dit en parlant des auto-érotismes. Lui, son terme à lui, quand il décrit la manière dont les auto-érotismes s'emparent du corps somatique, son terme c'est la subversion libidinale. C'est-à-dire que cet investissement du corps biologique par les auto-érotismes, par l'érogénéité, il appelle ça la subversion libidinale. Et bien entendu, c'est dans les difficultés de la subversion libidinale, dans ces ratés, dans ces insuffisances, que viennent se loger des problématiques somatiques. Et du coup, pour terminer, je voulais vous rappeler quelque chose que disait Pierre Marty. Pierre Marty, il comparait le symptôme hystérique, donc de la conversion d'un conflit, conversion d'une problématique, etc., au niveau du corps. Il comparait le symptôme hystérique, résultat d'une conversion, au symptôme psychosomatique. Et la différence qu'il soulignait était la suivante: le symptôme hystérique a du sens, c'est un symptôme qui parle, c'est un symptôme en quelque sorte intelligent, alors que le symptôme psychosomatique est bête. Et quand il disait que le symptôme psychosomatique est bête, il disait que, à son avis, ce symptôme n'a pas de sens. Au fond, dans l'histoire de Marty, dans sa théorie, que vous fassiez un cancer, une rectocolite hémorragique ou une tuberculose ou un ulcère, ça n'avait guère de sens, ça tombait sur une zone corporelle comme ça pouvait. Mais ça n'exprimait pas une problématique. Avec les travaux de Christophe Dejour, mais d'autres aussi, on rapproche un peu le symptôme hystérique du symptôme psychosomatique. Mais dans la mesure où le symptôme hystérique fait référence à un objet différencié sexuellement et du point de vue générationnel, un père, une mère, l'hystérique est en dialogue fantasmatique avec son père et sa mère, alors que dans le symptôme somatique, lié à la somatisation, ce n'est pas à une personne différenciée qu'on s'adresse, qu'on fait appel, ce serait plutôt à un environnement. C'est-à-dire que dans le symptôme somatique, il y aura une adresse, il y aura un appel, non pas dirigé vers quelqu'un, mais dirigé vers l'environnement, de manière indistincte. Et au fond, c'est une des hypothèses de Christophe Dejour, dans le symptôme somatique, il y aurait une tentative de mise en lien, une tentative d'appel, une tentative même de message. Ce serait comme un bobo là, j'ai mal là, je ne suis pas assez investi là. Alors bien sûr, ce sont des hypothèses grossières que je vous propose là, mais cela montre que le fonctionnement psychique est toujours très complexe et qu'on ne peut pas considérer que ce qui nous arrive et ce qui nous touche soit hors
du lien, hors d'une signification intersubjective. C'est-à-dire que c'est quelque chose que nous allons utiliser pour parler à l'autre. Soit c'est le corps lui-même qui parle, dans cette adresse un peu inconnue et large à un environnement, soit c'est nous qui utilisons ce corps pour essayer de parler à autrui. Bien, on va s'arrêter pour aujourd'hui. La semaine prochaine, j'espère qu'Albert sera là et il parlera du handicap.